Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire des outils open source pour gérer et valoriser vos données d'observation naturaliste. On accueille aujourd'hui 4 intervenants pour animer ce webinaire. On a Aurélie Jambon qui est chef de projet de la communauté BEN Biodiversité et écosystèmes naturels, Adrien Pajot qui est chargé de mission Cobiodiv système d'information, mais également Mathieu Bosser, géomaticien du Conservatoire d'espèces naturelles d'Occitanie, et Camille Monchicourt, responsable du système d'information du Parc national des Écrins. Le webinaire va durer 1 h 30. On se donne ce temps-là et puis on verra s'il y a plus ou moins de questions. Le plan de cette présentation, donc on va commencer par une introduction sur la donnée d'observation naturaliste réalisée par Aurélie pour remettre tout le monde au même niveau. Camille enchaînera sur un retour d'expérience sur l'écosystème applicatif du Parc national des Écrins, Mathieu sur celui du Conservatoire d'espèces naturelles, et tous deux finiront sur les enjeux de la mise en place de ces systèmes d'information au sein d'une structure. On terminera par Adrien qui fera l'intégration de son écosystème dans un contexte national. On va commencer tout de suite. Donc Aurélie, je te laisse prendre la parole. Bonjour, donc moi je suis Aurélie Jambon, comme l'a dit Lilia, je suis chef de projet de la communauté biodiversité et écosystème naturel à Natural Solutions. Et mon rôle en tant qu'ingénieur agronome et écologue est de comprendre les besoins terrain des naturalistes et de les retransmettre à mon équipe de développement pour faire les outils les plus optimisés et aider au mieux cette donnée d'observation naturaliste. Donc là, ce dont je vais parler, ça va être des choses, je pense, pour la plupart, vous savez très bien de quoi je parle, mais c'est toujours bien de remettre un peu des bases sur ce qu'est la donnée naturaliste. Donc on s'accorde à dire qu'une donnée naturaliste, au minimum, c'est un taxon observé à une date, à un endroit et avec une méthode d'observation et ou pas des protocoles et également par qui c'est observé et potentiellement là où les personnes qui ont participé à l'identification du taxon. On a également fait une petite liste de à quoi servent aujourd'hui ces données naturalistes. Elle n'est pas exhaustive et sûrement plein d'autres choses. Les premières choses qui nous viennent à l'idée quand on pense à la donnée d'observation naturaliste, c'est de connaître la répartition et la santé des populations des différentes espèces, d'étudier l'évolution de cette répartition et de ces populations, de comprendre les mécanismes biologiques dans leurs ensembles et surtout, au final, de préserver les écosystèmes et donc d'orienter au mieux les projets et les mesures pour les préserver. Ces besoins, en général, sont partagés par une communauté assez diversifiée d'acteurs. Je vois qu'il y a une question sur le diapo qui défile. En effet, il défile. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Je m'arrête du coup 5 secondes. Est-ce que quelqu'un peut nous dire si ça défile bien? Ah, ça ne défile pas après. Oui. Ok, on a plein de réponses. Il y a des oui, il y a des non, je ne sais plus. Ok, bah peut-être Lilia, tu peux essayer de repartager ton écran. Moi, pour moi, il défile bien. Et sinon, je pourrais essayer de le partager moi. Bon, je vais essayer de couper et de remettre. Hop. Ok. Bon. Est-ce que vous voyez la slide numéro 6? C'est bon. Ok. Bah, du coup, je veux bien que tu reviennes. Voilà, j'avais bientôt fini le numéro 5. Mais, donc, je disais que tous ces besoins sont globalement partagés par une communauté d'acteurs diversifiés qui regroupe les organismes publics, privés et associatifs. Donc, les organismes sont diversifiés, mais les données aussi, les types de données sont diversifiés. Donc, slide suivante. On retrouve les données d'occurrence aléatoires et protocolées, les données d'habitat, ça c'est les données d'observation naturaliste, mais également toutes les données qui sont générées par des capteurs, donc ceux par les capteurs GPS, comme on peut voir sur le bulletin, la gestion des données de bioacoustique également, et enfin les données de gestion des données de caméra trappe. On a mis des exemples ici, il y en a sûrement d'autres et des innovations tous les jours dans cette sphère-là. On a également la gestion des capteurs en eux-mêmes, au-delà de leurs données.
et également la gestion des données de bagages et de marquage en général. Ici, l'idée est intéressée à la donnée d'observation naturaliste, donc plutôt par des observations faites par un humain sur le terrain, donc qui regroupe les données d'occurrence aléatoires et protocolées, mais aussi les données d'habitat potentiellement. Quand on pense à ces données au niveau national, on pense au SINP, qui est le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel, qui regroupe toutes les données publiques. Et ces données sont consultables aujourd'hui sur la plateforme OpenHubs, qui regroupe aujourd'hui plus de 80 millions d'observations et environ 150 000 espèces recensées. Donc, vous pourrez aller voir si vous ne connaissez pas cette plateforme et consulter les différentes données qui sont dessus. Donc, les données naturalistes engendrent également des enjeux, notamment au niveau informatique, de par leur diversité et leur quantité, comme j'ai souligné auparavant. Mais aussi, il y a des problématiques autour de la qualité, des standards, de leur partage et donc de leur traçabilité. Et puis, cette quantité de données, il faut pouvoir la stocker, associer à leurs métadonnées aussi. Donc, tout ça, pour tout ça, on a besoin d'outils. Et en général, ça génère un certain nombre de coûts pour les organismes qui doivent mettre ça en place chez eux. Et ces coûts, ils sont autour de la chaîne de traitement de la donnée naturaliste, qui part donc de la collecte et de la saisie, pour ensuite stocker ce qui est collecté, pour pouvoir gérer la donnée et ensuite la diffuser. Et c'est de cette chaîne de traitement que Mathieu et Camille vont parler et de comment c'est fait dans leurs structures respectives. Je laisse la parole à eux pour ces notions-là. Merci. Merci Aurélie. Camille, je te laisse prendre le partage d'écran. Oui. Alors, je mets... Ça doit être bon là, vous voyez mon écran? Alors, ça charge. Enfin, moi, C'est bon? Super, ça marche. tu peux y aller. Ok, bon, bonjour à tous. Camille Manchicourt, moi je suis responsable du système d'information au Parc national des Écrins. Donc je vais vous faire une présentation des outils qu'on a mis en œuvre et notamment de l'outil Géonature. Alors, le Parc national des Écrins, il fait partie des 11 parcs nationaux qui sont sous tutelle du ministère de l'Environnement et qui sont rattachés à l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Le parc est composé d'environ 90 agents et pour ce qui concerne l'équipe système d'information, on est 4. Donc, on a un informaticien, administrateur système et réseau, 2 développeurs web et bases de données, dont un qui est directement financé par le ministère de l'Environnement sur le projet Géonature. Et puis moi-même, donc, je suis responsable du système d'information géomaticien. On a construit notre système d'information autour de pas mal d'outils open source. Donc, j'en ai mis certains là, QGIS, LibreOffice, PostGIS, PostgreR. Et chemin faisant, on a commencé à développer nous-mêmes des outils qui sont eux-mêmes publiés sous licence libre. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, depuis la création du parc en 1973, on a collecté de nombreuses informations. Donc, d'abord beaucoup sous forme papier avec des fiches papier, des cartes imprimées qu'on griffonnait. Et puis, petit à petit, tout ça s'est informatisé. L'informatique est arrivée, donc au début, un peu comme quelque chose d'un peu étrange, puis ensuite quelque chose qui a été apprivoisé. Mais pendant de longues années, les agents travaillaient sur leur poste de travail avec des fichiers qu'ils avaient en local, et donc difficilement partageables et échangeables, même au sein de la structure. Au fur et à mesure de l'acquisition de la connaissance sur le territoire, et notamment sur la biodiversité, des fichiers se sont multipliés, la donnée de la connaissance s'est étoffée. Mais au cours de ces 15 dernières années, les protocoles et les enjeux scientifiques devenant de plus en plus précis, de plus en plus complexes, ayant de plus en plus de protocoles de suivi, et par ailleurs, ayant aussi de plus en plus besoin de partager la donnée en interne, bien sûr, mais aussi de plus en plus vers l'extérieur, on a commencé à construire une organisation
avec une logique de base de données qui est schématisée ici. Donc ça, c'est les prémices de GeoNature. Donc c'est la structuration et l'organisation d'un ensemble de bases de données pour pouvoir mieux répondre à ces besoins de multiplication des protocoles, mise en place de suivi, échange de données avec des partenaires. Donc la logique qu'on a retenue pour GeoNature, c'est d'avoir une entrée par question scientifique, par protocole, et de découper, je ne sais pas, il y a du souffle dans un micro peut-être ici. Donc l'idée, ça a été ça, les principes fondamentaux, ça a été d'organiser la structuration des données autour des protocoles et de modéliser plein de petits ensembles, plein de petits schémas de base de données autour de chaque protocole. Donc en haut, on retrouve toutes ces bases de données et tous ces petits modules de données qui permettent de répondre soit à des observations aléatoires avec des occurrences de taxons, soit à du suivi chiroptère, à un protocole de suivi de la flore, à un suivi des aigles, et donc de bien modéliser une base de données pour chaque protocole et un modèle de données dédié à chaque protocole pour bien y répondre. On a aussi des données qui viennent de partenaires ou des historiques de données qu'on a essayé de structurer dans un ensemble de bases de données. Donc tout ça, ça constitue la base de données GeoNature qui est constituée de plein de petits ensembles qui répondent bien à chaque problématique. Et en parallèle de ces modèles de données par protocole, on a mis en place une synthèse qui permettait d'avoir le tronc commun de toutes les données, donc qui a vu quoi, où et quand, et d'avoir une vue d'ensemble et une vue globale de toutes les données. Donc on a le protocole avec ses spécificités, et puis la synthèse qui permet, elle, d'avoir que le tronc commun, mais d'avoir une vision d'ensemble. Donc ça, c'était les principes fondamentaux qu'on a mis en place, qui ont structuré ensuite GeoNature. Une fois qu'on avait commencé à structurer ces bases de données, on a commencé à développer des applications, donc des applications web, comme on voit GeoNature derrière dans ce qu'il est aujourd'hui, des applications mobiles aussi pour la saisie sur le terrain, pour moderniser les outils, mais aussi la chaîne de travail, et faciliter la saisie et la consultation par les agents et puis ensuite par les partenaires. Ici, on voit des agents qui sont équipés maintenant de terminaux mobiles et qui peuvent faire un certain nombre d'actions directement sur le terrain au niveau de la collecte. Parmi les éléments aussi assez fondamentaux dans GeoNature, ces 15 dernières années, en plus de l'évolution des enjeux scientifiques et des besoins de données, on a vu aussi les standards du SINP se structurer, gagner en maturité, et donc on a fait le choix d'organiser et de structurer nos outils autour de ces standards et de ces référentiels. Donc il y a les référentiels taxonomiques comme TaxRef, Campanule pour tout ce qui est protocole, les standards d'occurrence de taxons et de métadonnées, et puis tous les vocabulaires du SINP, pour être le plus standard et harmoniser nos données dans notre système d'information, mais ensuite pouvoir plus facilement les échanger. Parmi les grands principes aussi, on a essayé de conceptualiser une base de données, des aspects SIG assez complexes au niveau du serveur, mais de faire des outils pour les agents qui soient le plus web, le plus simple, pour qu'ils aient des outils, ils en soient contents, comme on voit ici, qui soient faciles à utiliser, et essayer de leur mettre à disposition des outils très simples, accessibles à tous les agents. Une fois qu'on avait commencé à développer nos outils qui s'appuient sur des briques open source, on a décidé et on a fait le choix de faire en sorte que les outils qu'on avait développés puissent eux-mêmes être publiés sous licence libre, en open source, et que d'autres puissent ainsi les utiliser. Donc ça, c'est passé par des bonnes pratiques comme la documentation, pour que d'autres puissent utiliser les outils, les installer, avoir des échanges le plus publics possible, avoir une logique de généricité pour que nos outils fonctionnent dans d'autres contextes, et puis de modularité pour qu'ils puissent s'adapter à différents besoins. Donc tous ces outils sont accessibles sur une forge publique, il y a des liens en bas de chaque slide, il y a une liste de diffusion et puis un site internet dédié qui permet d'avoir de l'information sur l'outil. On a commencé à collaborer rapidement avec d'autres parcs nationaux. Donc ici, c'est les premiers développements de la version actuelle de GeoNature sur lesquels on a travaillé avec le parc national des Cévennes, mais on a travaillé avec différents parcs nationaux, la Vanoise, le Mercantour, la Guyane et puis maintenant d'autres, pour co-construire cet outil et bénéficier des compétences de chacun, mais aussi faire en sorte qu'on partage l'outil et qu'on puisse l'utiliser dans les différents parcs.
L'outil s'est ensuite largement répandu dans d'autres réseaux et donc ici, c'est en 2018, on a fait le premier workshop où on a réuni la communauté qui se construisait autour de cet outil. L'année dernière, il y avait une 60aine de structures qui l'utilisaient, donc aujourd'hui, la communauté, elle est constituée de parcs nationaux, de parcs régionaux, de conservatoires, de RNF et de réserves naturelles, d'associations, de prestataires qui collaborent aussi autour de l'outil, de bureaux d'études, de DREAL, l'UMS Patrinat, l'OFB et puis le ministère de l'Environnement. Il y en a peut-être d'autres, mais là, c'est les principales qui contribuent et qui utilisent l'outil. Depuis la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, le ministère de l'Environnement, l'OFB et puis l'UMS Patrinat avaient aussi des enjeux de mettre à disposition des outils pour les bureaux d'études dans le cadre des études d'impact. Et donc, à ce moment-là, GeoNature a été retenu comme un outil qui pourrait répondre à une partie de ses besoins. Et puis, GeoNature a aussi été retenu comme outil pour les plateformes GINCO, donc les plateformes SINP mises en place par le ministère de l'Environnement et l'UMS Patrinat. Donc, depuis 2018, au-delà de tous les territoires, toutes les structures, les espaces naturels et associations qui utilisent l'outil, on a aussi une collaboration avec le ministère de l'Environnement, l'OFB et l'UMS Patrinat pour utiliser l'outil dans des contextes plus nationaux. Une fois qu'on avait construit et avancé sur l'outil GeoNature en tant qu'outil de gestion et de saisie de données, on a commencé à développer d'autres outils. Donc ici, c'est l'Atlas, donc qui est plutôt orienté vers le grand public, que lui aussi, on a développé de manière open source et générique pour qu'il puisse être déployé ailleurs. Donc ici, on voit d'autres déclinaisons de l'outil sur d'autres territoires. Ensuite, avec la LPO et le parc du Mercantour, on a développé l'outil GeoNature Citizen qui permet de proposer de la collecte citoyenne ouverte au grand public. Donc là, on le voit décliné sur le Mercantour. Donc l'écosystème et les outils se sont enrichis. Maintenant, une vue d'ensemble de GeoNature et des modules. Donc, on a au milieu GeoNature avec des outils d'administration, de gestion des métadonnées, de saisie, de consultation de la synthèse, donc de saisie d'occurrence de taxons ou d'habitat, des outils de validation, d'export, d'import, des outils de gestion de la taxonomie et des utilisateurs en haut pour les administrateurs, et puis donc les deux outils, l'Atlas pour la diffusion vers le grand public et Citizen pour la collecte citoyenne, et des outils ensuite d'échange et de diffusion vers d'autres plateformes. Ici, une vue un peu de l'outil qui est d'abord conçu comme une base de données, et donc comme Mathieu vous le présentera, certains l'ont aussi fait interagir et connecter à d'autres outils, donc QGIS, ODK ou d'autres bases de données pour saisir de la donnée, RedHash pour avoir des tableaux de bord, LISMAP pour faire de la diffusion de la valorisation. Et puis, il y a des flux qui permettent de diffuser des données sous forme de fichiers ou d'API vers le SINP, vers d'autres bases de données ou vers des plateformes open data. Alors, le projet, il a avancé, la communauté s'est structurée, s'est enrichie. Donc aujourd'hui, on a un outil qui est ouvert et qui est partagé au niveau d'une communauté. Et les enjeux sur lesquels on travaille maintenant plus, c'est l'ouverture et le partage des données, maintenant qu'on partage un outil. Donc ça, c'est un des sujets de travail assez important aujourd'hui. Maintenant qu'on a tout cet écosystème, c'est de mieux ouvrir et partager les données entre nous, parce que les données de biodiversité, elles ont une organisation assez décentralisée, et ça en est une force. Elles sont de plus en plus standardisées et mises en cohérence, mais on a un enjeu à les mettre plus en réseau, plus en synergie, et c'est les sujets sur lesquels on travaille actuellement. Pour conclure, donc, on a construit un outil territorial de manière générique et ouverte pour qu'il puisse être utilisé dans différents contextes, à différents niveaux, donc territorial, régional, national. On a donc cette complémentarité, cette collaboration qui s'est construite entre ces trois niveaux. Les standards du SINP nous ont vraiment permis d'avoir une colonne vertébrale qui nous facilite la structuration, la mutualisation, le partage des données. Donc, c'est un outil assez structurant et central dans tout cet écosystème. Cette mutualisation des ressources autour d'un logiciel libre, elle a permis à ce que chaque investissement d'une structure bénéficie à un collectif. Donc, aujourd'hui, dès que quelqu'un enrichit l'outil, propose une idée, apporte de la technicité, il le partage avec l'ensemble de la communauté. Et puis, on a aussi des ressources techniques qui sont beaucoup internes et qui interagissent entre les différentes structures. C'est un outil libre, donc il est librement accessible, utilisable par qui le souhaite, mais il nécessite des compétences informatiques et en base de données pour tout ce qui est serveur, installation, administration. Et puis, pour que tout ça fonctionne, on a mis en place des outils d'animation, des outils de collaboration
liste de diffusion, comité technique, atelier, etc. Et donc, voilà, ça nous a permis de construire un système d'information complet, interopérable et qui s'enrichit assez rapidement. Plus la communauté grandit, plus ça s'enrichit. Et la dynamique, elle est grandissante, donc c'est assez riche de pouvoir collaborer avec toutes ces structures. Et puis voilà, on essaye de partager cet objectif commun qui est de simplifier l'accès aux données, partager des outils pour améliorer l'acquisition, l'analyse et la diffusion des connaissances. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Camille. On a justement une petite question dans les commentaires, donc je vais te la lire. Pour un bureau d'études privé, quelle est la meilleure solution pour déployer GeoNature sur Windows Server? Et c'est Benjamin Brick qui pose la question. Alors, sur Windows Server, c'est vrai que ça a été fait pour être déployé sur des serveurs Linux, donc on peut ensuite l'utiliser avec un ordinateur client Windows, Linux ou Mac, mais le serveur qui accueille l'outil, c'est plutôt fait pour du Linux, Debian ou Ubuntu. Mais aujourd'hui, il y a certains acteurs de la communauté qui ont fait en sorte que ça puisse être dockerisé, donc c'est un travail qui est en place et qui est fonctionnel, qui est améliorable, mais qui est fonctionnel. Et donc qui permet d'avoir un déploiement dans d'autres environnements, dont Windows. Super, merci. Alors, on va passer à l'intervention suivante, donc de Mathieu Bosser, responsable du système information au Conservatoire d'espaces naturels Occitanie. Donc, je te laisse partager ton écran. C'est parfait. Il est visible, bonjour à tous. L'écran est visible, c'est bon? On voit tout. Ok, parfait. Pour le son, si tu peux peut-être te rapprocher de ton micro. Oui, bien sûr. On entend un peu loin. Là, c'est mieux? Oui. Moyen? Bon. Je vais essayer de parler fort. Donc, moi, je vais vous présenter un petit peu le cheminement qui a été celui du CEN Occitanie depuis presque 18 ans maintenant. Donc, je m'appelle Mathieu Bossard, j'ai une formation en écologie que j'ai complétée par une double compétence en informatique. Je suis maintenant co-responsable du système d'information du CEN Occitanie, co-animateur du réseau des géomaticiens des CEN, et puis par ailleurs membre de l'association GeoRéseau. Le CEN Occitanie, c'est une structure qui est née en septembre 2020 et qui est issue de la fusion des CEN d'Aix-Languedoc-Roussillon et d'Aix-Midi-Pyrénées. Ce qui fait qu'on est maintenant sur une structure de taille à peu près équivalente à ce qu'a décrire Camille pour le parc des Écrins. 80 salariés qui sont répartis sur 14 implantations, donc 14 localités de bureaux. Et une équipe géomatique de 5 personnes pour à peu près 4 équivalents temps plein, donc 3 sur la partie vraiment système d'information et système d'information géographique. Et depuis le mois de mars, le recrutement d'une personne à temps plein sur les aspects informatiques plus stricts. Donc les collègues de cette équipe, Nathalie Yesler, Eric Lanave, Hugo Norel et puis Laurent Poncharo. Alors juste avant que tu enchaînes, je suis désolée, c'est vrai qu'on n'entend pas très bien. On nous demande même s'il pleut à Montpellier. Du coup, on a un bruit de fond de frottement ou de... J'ai trouvé. Est-ce que c'est mieux comme ça? Casque audio interne. Là, c'est mieux? Peut-être un peu moins de bruit de fond. Oui, est-ce que tu as des écouteurs ou un micro J'ai des écouteurs, je vais essayer d'enlever les écouteurs. Super, merci. J'avais peur, c'est mieux comme ça? Oui. Super. Parfait. On change rien. J'avais peur de l'écho, donc c'est très bien. Je poursuis donc. Donc arrivé au CEN en 2004, à l'époque, début 2004, à l'époque 11 salariés et des besoins évoqués aussi par Camille de fichiers qui sont répartis sur le réseau par les 7 ou 8 salariés naturalistes présents. Donc très tôt, avec la compétence que j'avais en gestion de base de données, la réflexion d'uniformiser à minima ces fichiers dans la perspective de les centraliser. Centralisation qui a été réalisée en 2006 sur une base de données PostgreSQL PostGIS. Et donc à partir de là, je vais vous décrire un petit peu l'évolution du SI qui s'est faite en fonction des différents besoins et qui a vu arriver différents outils pour répondre à ces différents besoins. Donc en 2006, gros travail qui nous est demandé par le Conservatoire du Littoral en Languedoc-Roussillon pour faire la synthèse des enjeux sur l'ensemble des parcelles propriétés du CDL dans la région. Donc un gros travail d'analyse de données et puis de restitution. Et donc l'arrivée dans le système d'information d'un outil de reporting, donc d'édition de documents automatiques en connexion avec la base de données. Donc sortie de documents PDF qui listent les espèces présentes et les enjeux présents.
qu'on a complété en 2007-2008 avec des cartes. Donc on avait besoin voilà, de localiser ces enjeux. Donc intégration dans le système d'information en connexion à la base de données toujours de Map Server, donc un serveur de cartes qu'on peut interroger dans les outils. En 2009, besoin cette fois de l'équipe avait grossi, besoin de fluidifier la chaîne de traitement de la donnée, c'est-à-dire que les collègues passaient toujours par des carnets papier, que moi j'informatisais tant bien que mal, avec pas mal de retard. Donc on retombait un petit peu dans les travers historiques d'avoir une donnée qui est produite mais qui est pas consolidée et qui n'est pas accessible par les autres collègues, enfin en tout cas pas avant un certain nombre de mois. Donc en 2009, la chance d'avoir en stage chez nous un développeur informatique en reconversion qui souhaitait partir dans le monde du web, web SIG, en tout cas des applications plus web, et donc développement d'une application qu'on a appelée à l'époque Cisen et qu'on continue à utiliser chez nous là, donc avec des librairies OpenLayers XJS et puis un langage PHP, donc comment dire, une application qui a maintenant 11 ans et qu'on continue à faire tourner, à utiliser, mais là qui nous a permis qui a permis aux collègues de faire leur saisie directement dans la base de données et donc de pouvoir tous partager l'information dès lors qu'elle était saisie. La seule contrainte de temps était liée peut-être au calendrier de terrain et puis au temps dispo pour la saisie, mais en tout cas il y avait de l'instantanéité qui n'existait pas avant. En 2012, donc là jusque maintenant, on avait 2-3 licences MapInfo, donc on passait par des exports de fichiers depuis la base ou depuis les Excel vers MapInfo, c'était pas forcément très simple. C'est posé la question de mettre à jour cette licence et puis de la généraliser. Et donc le choix a plutôt été fait de former toute l'équipe à QGIS, qui présentait à la fois l'intérêt de former l'équipe, parce que les collègues ne sont pas formés sur ces outils-là en général, et puis aussi de pouvoir interroger directement cette base de données et ce système d'information, et donc de mobiliser les données dans des cartes, donc QGIS en 2012. 2013, début de besoin de cartographie, alors pour des partenaires de cartographie sur le web. Donc là, c'est un projet avec des viticulteurs qui doivent décrire sur leurs exploitations à la fois leurs parcelles, mais aussi toutes les infrastructures agroécologiques. Et à l'époque, on a fait ça sur un site web Drupal, donc un CMS bien connu, dans une version 6. Et ce CMS ce moteur de site proposait une interface carto qu'on a utilisée un certain temps, jusqu'à ce que ce soit vraiment difficile à maintenir et à mettre à jour. Et donc, on a basculé en 2015-2016 on a remplacé cette interface carto Drupal par une interface LizMap, donc un outil qui est basé sur QGIS, qui est développé à Montpellier et qui est toujours l'outil utilisé dans le cadre de ce projet avec les viticulteurs. Donc, remplacement de Drupal par LizMap en 2015. Et puis 2015, c'est aussi l'année où les collègues du Seine-Rhône-Alpes nous présentent Open Data Kit. Donc je vais passer un peu plus de temps derrière, après dans la présentation sur cet outil-là. Mais les collègues de Rhône-Alpes nous présentent leur utilisation d'ODK dans le contexte de l'équipe technique au niveau du Seine. Et puis l'année qui suit, on se pose la question et on se dit que ce serait vraiment bien de caler ODK sur nos protocoles et puis sur notre saisie de données. Donc c'est ce qu'on a fait, mais je vais revenir là-dessus. Et après, un peu plus tard, donc les derniers outils arrivés dans le système d'information. Donc en 2018, sur un projet particulier, on est animateur, l'Atlas n'existe plus en tant que projet, mais on était animateur de l'Atlas Papillon et Libellule du Languedoc-Roussillon. Un petit peu comme le projet avec les viticulteurs, on avait un site web sur Drupal et on a basculé ce site sur GeoNature Atlas, donc sur une des premières versions de GeoNature Atlas, qui continue à ronronner sur le serveur sans aucun problème, qu'on alimente à partir de notre base de données, de la base de données de l'Atlas. Et donc GeoNature Atlas sur ce projet-là. Et puis besoin en 2018 et 2019 encore faire des rapports un petit peu, des synthèses automatiques, mais mises à disposition sur le web. Donc le premier projet, c'était un travail de suivi des paramètres physico-chimiques des lagunes. On avait une application maison, mais qui était vraiment, pour le coup, plus maintenable. Les librairies n'existaient plus, n'étaient plus mises à jour. Et donc, on a regardé un petit peu pour trouver des solutions libres génériques qui font ça. Donc, on s'est tourné vers l'application Redash. Si j'ai le temps, j'en parlerai un petit peu en fin de présentation.
Et Redash, ça a été aussi l'occasion de moderniser le rapport qu'on avait réalisé en 2006-2007 pour le Conservatoire du Littoral, où on a pu mettre à jour ce rapport en très très peu de temps et en mode web pour le conservatoire. Et donc, on est maintenant en 2020, enfin 2021, l'équipe de 80 salariés qui utilisent tous ces outils-là. On verra en fin de diapo que les seuls outils qui n'existent plus dans le SI sont Drupal, qui a été simplement supprimé, et MapServer, qui a été remplacé depuis par QGIS Server. Donc, une logique de construction du système d'information qui est vraiment basée autour de PostgreSQL et d'outils et de la connectivité des outils à cette base de données, qui est notre colonne vertébrale. C'est vraiment là-dedans qu'on stocke toute notre info. Donc, on a une base de données vraiment costaud, principale, qui contient à peu près tout ce qu'on produit. On a aussi quelques petites bases de données par projet très spécifique, mais on a vraiment principalement une grosse base de données au niveau de la structure qu'on va taper avec les différents outils en fonction des différents besoins. Voilà pour l'historique du système d'information. Je vais passer un petit peu plus de temps sur la présentation d'Open Data Kit, donc pour la collecte de données sur le terrain, là, de données à la fois opportunistes et protocolées. Donc une application pour développer des formulaires sur téléphone mobile, enfin sur téléphone, qui présente un avantage. Un des premiers qu'on a vu, c'était qu'elle était directement connectée à PostgreSQL, donc le même outil que notre base de données. Donc on y a vu un intérêt majeur pour alimenter notre base de données. Le principe général, c'est qu'on va décrire son formulaire dans une feuille Excel avec le format XLS Forms. On peut utiliser soit cette possibilité XLS Forms, soit aussi utiliser un constructeur plus interfacé, disons. Et ces formulaires, une fois décrits de manière relativement simple, sont envoyés au serveur qui, lui, va les distribuer aux différents téléphones des collègues ou des naturalistes qui veulent participer à la connaissance du SEN. Les téléphones donc collectent la donnée sur le terrain. Cette donnée est renvoyée quand une connexion est trouvée au serveur. Et puis notre base de données va régulièrement, notre base de données centrale ici, principale, va régulièrement aller interroger ODK pour récupérer les informations et les mettre à disposition en temps réel des applications métiers, à la fois notre application web SysN qui est représentée ici à droite, mais aussi alimenter nos tableaux de bord, nos cartes QGIS et puis les données qui sont stockées dans GeoNature. Donc un cheminement de la donnée assez simple, saisie sur le téléphone, envoi sur le serveur ODK, arrivée automatique sur Postgres, et puis pour les collègues, c'est assez transparent, ils rentrent du terrain, les données arrivent sur le serveur, et quelle que soit l'application qui est ouverte pour collecter, pour afficher ou interroger la donnée du matin, elle sera visible dans la foulée. Les principes généraux, donc description des formulaires avec XLS Form ou ODK Build, dans l'outil dont je vous ai parlé, envoi de formulaires vierges au serveur qui les distribue au téléphone, retour des données au serveur, et puis récupération des données. Donc là, on va nous spécifier une fréquence de rafraîchissement des données. Donc ça va, en fonction des formulaires et des protocoles, ça va de 15 minutes à 24 heures. 15 minutes, c'est vraiment, je rentre du terrain, je pose mon sac, je bois un café, et quand j'allume mon ordinateur, les données sont disponibles. 24 heures, c'est pour des protocoles qui nécessite moins de rafraîchissement. Un fichier qui décrit un formulaire de collecte de données naturalistes. Donc, on va définir des types de questions, soit des listes déroulantes, des points, des lignes ou des polygones selon ce qu'on va vouloir saisir. Ces questions, on va les nommer avec la colonne name. Elles vont avoir une étiquette, label. On va pouvoir afficher des astuces dans la colonne int. Mettre des contraintes, là on n'en voit pas, des contraintes de message. Donc les contraintes, c'est par exemple ne pas saisir une date qui est supérieure à celle du jour. Donc on pourrait avoir cette contrainte et afficher un message, la date ne peut pas être une date future par exemple. Est-ce que la question est obligatoire ou pas? On va pouvoir choisir différentes apparences pour chacune des questions. Donc, par exemple, là, pour la première, la date, on va vouloir une option qui n'affiche pas un calendrier, mais un mode un peu plus réveil, par exemple. Et puis, compléter avec différentes options. Voilà, ça, c'est la description d'un formulaire de terrain naturaliste. Donc une syntaxe qui est somme toute assez simple à prendre en main, on verra plus tard, mais les collègues non géomaticiens s'approprient très bien la solution et décrivent eux-mêmes maintenant des formulaires.
Quelques exemples de capture d'écran, enfin quelques captures d'écran donc de ce qu'on obtient avec ce type de formulaire sur les téléphones, hein. Donc là, le choix d'une étude, le choix d'un protocole. Est-ce que je vais vouloir renseigner sur l'écran de droite un point, une ligne ou un polygone, ou saisir des données à la main, des coordonnées à la main que j'aurais pu avoir sur un GPS externe ou par ailleurs. Donc là, j'enregistre mon point sur l'écran de gauche, j'enregistre mon point je suis localisé là avec le GPS, donc la croix sur le point rouge. Je peux, si jamais l'observation a été faite ailleurs, aller taper avec mon doigt l'emplacement de l'observation, donc dire moi je suis placé là, mais j'ai vu un oiseau chanter sur l'antenne du bâtiment d'à côté, je peux aller pointer l'oiseau là-bas. Et puis d'écrire, une fois ma localité décrite, aller ajouter sur cette localité une ou plusieurs observations. Donc là, je vais vouloir commencer par une observation de plante, donc en cochant la liste, enfin l'entrée plante dans la liste, et puis proposer ici à la saisie, en tapant les premières lettres de l'espèce, enfin les premières lettres du taxon, faire apparaître une liste. Donc on interroge le référentiel taxonomique de l'INPN, un taxref, et on fait apparaître en tête les non valides, classés par ordre taxonomique décroissant, et ensuite les synonymes, classés aussi par ordre taxonomique décroissant. Donc soit on interroge en tapant les lettres au fur et à mesure du nom du taxon, soit on peut utiliser les codes taxons qui sont utilisés par pas mal de naturalistes, beaucoup en ornithologie, issus du bagage, hein, ici pour rentrer un rouge que noir, de taper les 3 premières lettres du genre et les 3 premières de l'espèce. La liste déroulante proposée, ce sera selon les mêmes modalités de classement. Une fois l'espèce choisie, l'abondance, donc là c'est une abondance qu'on utilise nous pour la flore, hein, une abondance par classe. Est-ce que comment j'ai déterminé l'espèce? Donc là, j'ai une liste qui n'apparaît pas là, mais je l'ai vue, j'ai vu et entendu, j'ai fait un échantillon, si c'est différentes choses. Est-ce que la donnée est diffusable? Est-ce qu'elle n'est pas sensible? Est-ce que je suis sûr de mon observation? Et puis tout ça, je vais pouvoir le documenter par une photo que je vais pouvoir donc prendre à partir de mon téléphone ou à partir d'une application du téléphone si je souhaite utiliser une photo déjà présente ou prise par ailleurs. Et cette photo, je vais pouvoir, alors c'est pas trop utilisé dans le cadre des observations d'espèces, mais cette photo, je vais pouvoir, si je le souhaite, la noter et puis enregistrer mes annotations. Donc ça, on l'utilise plus en mode carnet de terrain sur un des aspects du formulaire que je ne décris pas ici, où on va pouvoir prendre des photos de parcelles, par exemple, et puis dessiner des choses qu'on voudrait ne pas oublier en rentrant au bureau. Mon observation est décrite, je peux en ajouter une nouvelle. Si c'est le cas, je reviens au début de la boucle des observations. Si ce n'est pas le cas, on me propose d'ajouter un nouvel emplacement à ma session. Soit je dis oui et je reviens au début de ma boucle des emplacements, soit je dis non, auquel cas le formulaire est validé. Et puis la donnée, donc comme je vous le disais, quand ODK détecte une connexion au réseau, la donnée sera envoyée automatiquement au serveur. Les conclusions sur ODK, nous l'intérêt qu'on y a vu, que c'est une application open source, on utilise ça depuis le début quasiment en scène, sauf sur les aspects bureautiques. Application open source qui travaille en mode déconnecté, donc pour nous c'est hyper important de pouvoir être pas forcément connecté à un réseau sur le terrain, on n'est pas toujours en ville dans les bureaux, et puis qui soit aussi cartographique. La communauté qui développe cet outil et qui l'utilise, elle est hyper importante, très dynamique. L'équipe de développement est très à l'écoute des attentes des utilisateurs. La solution est facile à mettre en œuvre, donc on reviendra sur cette notion de facilité. En effet, il faut des compétences pour installer l'outil, mais la création de formulaire, une fois que l'outil fonctionne, la création de formulaire, c'est vraiment quelque chose qu'on prend très facilement en main. Une grande souplesse dans la solution, les formulaires sont faciles à créer dès lors qu'on connaît bien son protocole et ses besoins. C'est très facile de décliner les questions de son protocole en question pour le téléphone. Et donc, il y a des prises en main par des collègues non géomaticiens, là, des collègues thématiciens sur des thématiques particulières, là, sur les vieilles forêts, par exemple, qui développent des formulaires spécifiques et qui, derrière, se font eux-mêmes leur traitement et leur interrogation du serveur avec R, par exemple. L'intérêt aussi, c'est donc l'intégration facile au système d'information qui était préexistant. Et puis là, j'ai mis pour de la donnée géographique tolérante, mais c'est un petit peu le cas de toutes les applications de dessin, de géométrie sur téléphone. Il ne faut pas s'attendre à pouvoir faire facilement sur un petit écran de téléphone. Les applications le permettent, mais le problème, il est plus sur l'écran et sur la taille de nos doigts par rapport à l'écran. Ce n'est pas forcément évident d'aller dessiner très précisément un contour d'habitat sur un fond de carte sur le terrain.
Deuxième outil très générique, hein, dont on a donc dans le même état d'esprit de généricité. Là, c'est pour la restitution de ces données, donc ces besoins de tableau de bord et de synthèse automatique interrogeant la donnée produite par les collègues. Donc une solution qui s'appelle Redash. Il y en a d'autres. On a fait ce choix-là un peu j'allais dire bêtement, c'est pas le mot, mais on avait plusieurs outils à disposition. Le second qui nous intéressait beaucoup s'appelait Metabase. Les deux sont assez simples à mettre en œuvre. Il y a d'autres outils encore, Superset, enfin, il y en a quelques-uns qui font ça avec une licence open source. Lui nous a intéressés dans ce premier projet parce que on pouvait très facilement, et les utilisateurs pouvaient très facilement exporter les graphiques mis en forme et visualisés sur le tableau de bord en images. Donc c'était facile pour eux de récupérer les graphiques plutôt que de faire des captures d'écran. Donc voilà, ce choix a été retenu. Sans regret, on est très content de la solution et on continue à l'utiliser et à suivre ses mises à jour. Le principe, il est assez simple. Une fois que la solution est installée, donc encore une fois, c'est une compétence qui est requise au préalable, bien sûr. On connecte cet outil à des sources de données, une base de données Postgres, des fichiers Excel, des fichiers CSV, une API JSON. Il y a, je sais plus, il y a 80 ou 90 sources de données accessibles par Redash, là. Et nous, on va écrire des requêtes SQL standards. C'est la compétence principale pour les deux outils et dans le SI, en fait, là, c'est de réussir et de savoir interroger et gérer la base de données dans la base, et gérer la base de données. Donc, ce qu'on va être amené à faire, c'est des requêtes SQL. Je fais ma requête SQL qui me demande la liste des observations faites depuis 24 heures et je choisis comment je veux mettre en forme ces résultats. Un tableau de synthèse, une carte, un diagramme bâton, un camembert. Une fois que ma visualisation est faite, je regroupe ces différentes visualisations dans un tableau de bord et je partage ce tableau de bord, je partage son URL avec les personnes intéressées. Donc ces tableaux de bord-là, on en a décliné comme les formulaires pour tous les types de données au niveau de la structure, hein, pas forcément que de la donnée naturaliste. On a un formulaire pour le suivi des utilisations de voitures de service, par exemple, et on a un tableau de bord qui fait la synthèse des kilomètres parcourus par voiture et par projet, par exemple, en même temps qu'on a un tableau de bord qui va ici, que je vais vous montrer après, mais qui va permettre de mettre en place des monographies. Je vous ai dit aussi qu'on avait actualisé le tableau de bord réalisé pour le CDL en 2007. Voilà ici ce qu'on peut sortir, ce qu'on peut sortir en interrogeant directement la base, donc un diagramme de phénologie, des photos, du texte, une carte de répartition. J'accélère parce que je vois que j'ai bien débordé. Et donc, conclusion générale, hein, on s'est vraiment focalisé sur la connectivité à la base de données, les compétences nécessaires, on en reparlera un petit peu après. Nous, ce qu'on a voulu privilégier, c'est ne pas devoir développer des solutions parce que ce n'est pas des compétences qu'on a forcément en interne et on s'est vraiment focalisé sur les compétences qu'on a de gestion de base de données. Et on a cherché des outils le plus génériques possible. Et donc, on aboutit à un système d'information qui est plus guidé, enfin, qui est très guidé par les besoins successifs des collègues. Je vous remercie et j'ai mangé le temps, ce que j'avais promis de ne pas faire. Merci Mathieu, bon c'est pas très grave, on va pas te gronder pour le débordement. Merci pour les présentations. Donc on a vu 2 SI pour la chaîne de traitement de la donnée naturaliste. La problématique, c'est en effet la mise en place de ces SI pour les acteurs, quand on n'a pas forcément les compétences techniques, les ressources humaines ou économiques. Donc là, on va passer justement à une autre partie. Donc, c'est la chaîne de traitement des données naturalistes et les enjeux. Donc, Camille et Mathieu, je vous laisse cette partie. On va essayer de tenir sur 5 minutes. Mais voilà, ne vous frustrez pas, c'est pas très grave. Par où commencer Vas-y Camille. Ouais, en tout cas, non, ce qu'on voit dans ces deux présentations, c'est que avec des compétences techniques, comme tu as sur les bases de données, la mise en place d'outils, avec des compétences de développement comme on a, voilà, le fait qu'on soit parti sur des outils libres et qu'il y ait une dynamique et une volonté de partage, ça permet de les mettre à disposition d'autres structures. Donc ça, déjà, ça évite que chacun, justement, passe le temps et l'énergie que tu as mis, qu'on a mis, que
que chacun a mis et qu'il en fasse bénéficier les autres qui peuvent s'impliquer avec soit des compétences techniques, soit de l'argent, soit du temps apporté sur différentes choses. Donc la dynamique de mutualisation est super intéressante, je pense, dans les deux cas qui sont un peu différents, mais qui ont un certain nombre de points communs aussi. Après, voilà, c'est sûr que c'est ça qu'on voulait quand même évoquer, que tu as évoqué, que j'ai évoqué, c'est que ça nécessite à un moment donné, même si c'est des logiciels libres, du temps, des compétences ou de l'argent, parce que il faut mettre les mains dedans et installer, mettre en musique tout ça et le faire vivre dans le temps. Voilà, il faut il y a à minima une phase technique d'installation des solutions. Donc la mutualisation, voilà, ça peut être une mutualisation de moyens ou une structure proche a ces compétences-là, fait l'installation et met à disposition les outils de ses partenaires. Ces coûts-là, sauf à utiliser une solution packagée en se connectant simplement à une appli web, de toute façon, elles vont être présentes dès lors qu'on va vouloir récupérer les données qu'on aura saisies sur une application web externe qui, pour le coup, ne nécessite pas de compétences. La compétence, elle sera nécessaire derrière pour récupérer la donnée, la structurer et la mettre à disposition des équipes dans le format et dans les outils de la structure. Ce qu'on voit aussi dans les deux cas, c'est que ça va assez loin dans la solution mise en œuvre et que, autant ce que tu as mis en place que l'écosystème GeoNature, c'est pas juste une question d'un outil ou de quelques outils, mais c'est vraiment une logique de système d'information, de chaîne de travail, de mettre plusieurs outils en synergie et en cohérence pour apporter une chaîne globale. Alors, est-ce que c'est un luxe ou pas? Je pense que ça l'était. Maintenant, avec l'open source, ça le rend plus facilement accessible puisque il n'y a pas tout le monde qui met une énergie énorme à mettre tout ça en place. Toi, tu as bénéficié de plein de choses qui existaient avant, nous aussi. Et on a construit des choses autour, on essaie de les partager. Donc, je pense que ça devient plus accessible. Ça intéresse de plus en plus de gens parce que, qu'on soit une petite ou une moyenne, une grande structure, on ne peut plus fonctionner en isolé avec chacun nos petits tableaux Excel par rapport aux enjeux de connaissances scientifiques et aussi de partage, de diffusion. Donc, je pense que ça a énormément suscité d'intérêt et pris d'intérêt ces dernières années. Et l'open source, c'est pas la solution miracle, c'est pas la solution parfaite, mais c'est un des moyens de répondre à des enjeux de mutualisation, parce qu'on peut pas tous faire ça chacun de notre côté, c'est évident. Mais si on parle d'enjeux économiques, pour le coup, l'open source, c'est une vraie réponse. Moi, la première claque, ça a été d'aller en formation Postgres en 2007 ou 2008. À côté de moi, donc moi, j'étais le géomaticien d'une petite structure de 11 personnes. Hein. À côté de moi, j'avais le groupement des cartes bancaires qui annonçait des centaines de milliers de connexions par jour sur leur serveur. J'avais la mutuelle de la RATP. Donc, j'étais vraiment un tout petit poussé et on se rend compte qu'on a accès à des outils quasiment, j'allais dire, industriels au sens support et charge supportée, et on a de quoi travailler de manière énorme et conséquente avec des outils qui sont disponibles. Utiliser des équivalents d'une base de données comme Postgres, si on va dans le monde du propriétaire, ça doit être l'équivalent d'un budget de l'ETP qu'on a recruté au mois de mars sur la partie informatique. Non, mais c'est voilà. Donc c'est où on met l'effort. Est-ce qu'on met l'effort sur l'équipe? Est-ce qu'on met l'effort sur la prestation? Ça peut être des choix tout à fait justifiés. Et bon, après, ça rejoint les enjeux humains. Après, au niveau des partages, voilà, en faisant pas de développement, nous, sur les solutions, le seul développement qu'on a fait, c'était Cicel en 2009, qu'on a largement partagé, qui a été largement utilisé, qui l'est toujours. Les enjeux et le partage, moi, je le mets plus sur la participation aux communautés. Donc là, ODK, vraiment beaucoup de chance de pouvoir interagir très facilement avec la communauté, poser des questions, être force de proposition, partager les formulaires. J'ai vu passer des questions là, mais partager les formulaires avec les gens qui sont intéressés, partager les manières de faire. Donc c'est plus là qu'on va apporter la contribution, faute de trouver comment contribuer financièrement à ces projets, en tout cas pour ce qui nous concerne nous. Je profite pour rebondir, Camille, sur la question qui était un peu plus haut de Onésime, qui parlait d'un nombre en fait de développement par rapport aux utilisateurs et un nombre de développeurs aussi nécessaires au sein des structures. Et je pense qu'il est important que vous assistiez sur la construction progressive de vos systèmes d'information qui sont aujourd'hui packagés et faciles d'installation par une personne avec quelques heures de travail. Donc, vous pouvez peut-être développer là-dessus.
Ouais, c'est vrai que ça s'est fait brique par brique. Au début, c'était une idée, des petits bouts de base de données qu'on a interfacés entre elles. On a développé un petit outil pour un bout, puis un autre, avec une vision d'un ensemble dès le début, et d'un système d'information vers lequel on voulait aller. Et puis, on a construit brique par brique. Et puis, on s'est alimenté des autres, de choses qu'a évoqué Mathieu, d'autres compétences ou d'autres développements réalisés dans d'autres structures. On s'est mis en synergie entre parcs nationaux. Donc, c'est évident que tout ça, on ne l'aurait pas fait tout seul. Et on s'est appuyé sur plein de ressources dans le réseau au plus large. Et on a construit brique par brique. Mais l'idée aussi est importante, c'est que justement, si on était dans un modèle classique où chacun avait fait son truc, toute l'énergie qu'on a mis ces 10 dernières années pour faire GeoNature, tout le monde devrait le refaire dans son coin pour arriver à quelque chose de similaire. Aujourd'hui, en fait, tout ce temps qu'on a pu passer, il est mis à disposition de l'ensemble des autres établissements publics, privés, etc. Et non pas à le remettre dans le panier, mais ils vont plutôt apporter une autre brique qui va bénéficier au collectif. Et c'est là que nous, on a une espèce de retour sur investissement, si on peut parler comme ça, entre guillemets, mais que l'énergie qu'on a mis, on a un retour par toutes les énergies que les autres mettent en s'appropriant l'outil, en l'enrichissant. Et donc, on a vraiment une logique de bien commun et que chacun ne doit pas refinancer, mais éventuellement y contribuer pour apporter la suite. En complément, pour répondre à Onésime, là, sur le CEN 5 ETP, c'est 5 personnes pour 4 ETP. Donc, à l'époque, avant la fusion, on était, Laurent et moi, seuls géomaticiens dans nos deux structures de 30 personnes. On était, on a vite des besoins qui justifient d'avoir une personne qui fait la géomatique et la carto pour l'équipe. On a recruté une troisième, Hugo, là, qui est parmi nous. Et le quatrième ETP qui est arrivé cette année, c'est vraiment là pour les aspects strictement informatiques qui sont liés comment dire, au physique de la structure. C'est-à-dire qu'on est 80 personnes sur 13 sites, 14 sites, et donc on a une complexité d'interconnectivité des sites, de gestion des services, de gestion des outils, des machines, qui nécessite ce temps-là. Donc on est vraiment sur 3 équivalents temps plein strictement géomatiques, plus 1 informatique. Et donc sur ces 3 équivalents temps plein géomatiques, oui, il y a de la description de formulaire, ce qui est mais une toute petite partie de ce temps-là. Le reste, ça va être la création de tableaux de bord, la création de cartes, faire des analyses plus poussées sur des outils autres, sur de l'occupation du sol, sur des trames, des choses comme ça. Donc un travail géomatique classique en fait. Donc nous, pas de développement, nous c'est du temps d'installation, de solutions et de connexion entre les outils qui ont été faits. Merci pour ces compléments. Donc, on va passer à la dernière partie, donc par Adrien. Et ensuite, on reprendra toutes les questions à la fin pour qu'on puisse s'allouer un temps sur vos questions. On les a bien notées dans le chat, ne vous inquiétez pas. Adrien, je te laisse partager ton écran. Est-ce que vous nous entendez? Très bien. Si vous nous entendez mal, Lilia, passez-moi un message, on coupera la caméra. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, Adrien Pajot. Je travaille à Natural Solutions en tant que chargé de mission CoBioDiv, mais je travaille dans les locaux du Parc national des Écrins avec Camille Monchicourt notamment et sous l'égide de l'Agence régionale de la biodiversité, PACA. Ce dont je voulais vous parler pendant ce webinaire, c'était comment passer de mon écosystème que j'ai mis en place à mon niveau ou que j'ai installé grâce à l'open source à un niveau plus global, puisque aujourd'hui, chaque acteur de biodiversité se veut doté d'un ou de plusieurs outils de gestion de la donnée naturaliste. Et donc, comment essayer de partager mes données, valoriser mes données avec une dynamique d'ensemble. C'est l'objet de la mission CoBioDiv qui se déroule sur la zone que vous voyez en rouge ici, la zone Alcotra, entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et italienne, puisque c'est un projet européen. Et je vais vous faire un petit point d'ensemble sur cette mission CoBioDiv. Est-ce que les slides défilent? Oui, est-ce que tu peux juste te mettre en plein écran pour qu'on Je voit peux mieux mettre les éléments? plein écran. Merci beaucoup. Clic droit. 12. Ça ne passe pas en F12. Et tac. Vas-y, F11. Sinon, on fera ça. Tant pis, ce sera sans plein écran pour le PDF, sauf si vous voyez.
On te dit CTRL L. Moi, j'aurais CTRL dit. L. Super, merci pour la personne qui m'a dit CTRL L, Vianney Franksens. Donc, la mission CoBiodiv, elle est titrée de cette manière pour une des activités, puisque c'est un projet européen très important avec 5 gros axes thématiques. CoBiodiv, connaître et préserver la biodiversité ensemble en est un, et au sein de cet axe, il y a 5 activités, dont l'une est la suivante: réalisation d'un diagnostic et mise en œuvre de l'interopérabilité des bases de données en matière de biodiversité et habitat sur le territoire transalpin. Là, on voit carrément dans le titre en fait qu'on va avoir besoin d'aller rencontrer des personnes, faire un diagnostic pour savoir sur quoi ils travaillent afin d'échanger des données de biodiversité sur les habitats dans le territoire. Quelques phrases sur l'initiation de la phase 1. Donc, comme je vous disais, c'est 3 structures: Natural Solutions, le Parc national des Écrins et l'Arbre qui sont motrices au niveau de cette activité. Et ce sont 10 partenaires et délégataires qui l'ont côté français, puisque là, on ne s'intéresse pas au côté italien, puisque ça a été séparé, les financements. On retrouve 10 partenaires et délégataires. Les partenaires, c'est ceux qui vont construire la mission, donner des moyens financiers et techniques, et les délégataires, ceux qui en bénéficieront directement. Ces partenaires, donc l'objectif a été de les rencontrer, d'établir un diagnostic afin de comprendre sur quoi ils fonctionnaient. Et nous, on a voulu, avec Camille et Natural Solutions et Frédéric Pétignan de l'Arbre, élargir en fait à autant d'acteurs qu'on pouvait dans le temps imparti, puisque la mission elle a commencé au milieu de l'année dernière, et avec le Covid, c'était compliqué de rencontrer toutes les personnes qu'on voulait, mais globalement, on a rencontré 27 structures. Et on va, je pense, retrouver beaucoup de types de structures représentées ici, avec des organismes gouvernementaux comme les DREAL, des organismes publics comme les régions, les départements, des communes. On retrouve des structures nationales. On retrouve aussi des associations, des bureaux d'études, des structures responsables d'aires protégées. Bref, on s'est voulu exhaustif, au moins dans les types d'acteurs, même si on pense que les bureaux d'études sont sous-représentés, et c'est une question à laquelle on pourra répondre peut-être plus tard. Au terme de ces 27 rencontres, on a établi un bilan. Voici les 8 outils utilisés parmi les 27 structures rencontrées. Je peux vous les citer rapidement. On a les bases de métiers des CBN. Alors CBN pour Conservatoire Botanique National, les bases Biolovision pour les LPO, très connus, avec un système centralisé et régionalisé, voire départementalisé, avec des sites miroirs. Géonature qui vous a été présenté, qui a été l'outil majoritaire. Alors, pour éviter tout biais, sachez qu'à l'établissement de la mission CoBiodiv, Géonature a été utilisé seulement par 3 structures, et que le temps que la mission se lance au niveau européen, les structures ont basculé, et que ce n'a pas été un choix d'interroger spécifiquement celles qui utilisent Géonature. C'est vraiment représentatif d'un tirage, pas aléatoire, mais presque. Des bases spécifiques. On retrouve CICEN dont a parlé Mathieu, ELIX pour le CENPACA, Vigifaune pour la Fédération régionale des chasseurs, ou enfin Serena, très connu pour les réserves notamment, utilisées par un parc naturel régional et les autres réserves. Donc ça, c'est les outils principaux qui sont utilisés par les acteurs cités précédemment. Mais on a encore pas mal de données qui sont peu structurées, avec des tableurs éparpillés, des bases access, des outils qui ne permettent pas de remobiliser et valoriser l'information pour se la partager facilement. Et nous, l'enjeu, en fait, c'est à partir de ce diagnostic et à partir de ces outils, de comprendre comment Géonature peut communiquer avec la base métier des CBN, Biolovision peut communiquer avec Serena, par exemple, et donc rendre interopérables les outils et les données. Pour passer donc de mon écosystème personnel, du Parc national des Écrins, du CEN Occitanie, de la réserve que je suis ou de l'association que je suis, nous, en tant que moteur sur cette mission, on a identifié 9 thématiques au travers des entretiens. Pour vous présenter ce que sont d'abord les chiffres, en orange, c'est le nombre de besoins qui sont liés à la thématique citée. Et en bleu, c'est la valeur totale de ces besoins. C'est-à-dire que pour chaque thématique, on va lui donner une certaine importance avec le nombre de besoins qui ont été émis par les acteurs rencontrés et la valeur de ces besoins. Les thématiques, je peux les parcourir brièvement, mais elles sont assez logiques. Quand on pense à s'échanger des données au sein des outils, on pense tout de suite à la fluidification des échanges de données et à l'automatisation de ces flux.
Aujourd'hui, vous pourrez parler au CEN, vous pouvez parler à des organismes agrégateurs ou même des organismes qui veulent récupérer d'autres. Leur problématique, c'est que c'est très chronophage d'intégrer manuellement des données qui ne sont pas à soi, qui ne sont pas standardisées, qui ne sont pas au format auquel vous les attendez. Donc, on a besoin d'une fluidification des échanges. Ça implique une traçabilité de la donnée. Quand ma donnée part, moi, producteur, vers un agrégateur de données qui est le SINP, vers un partenaire, comment je peux éviter les doublons? Un rôle central des métadonnées. On retrouve aussi une importance dans le rôle et les organisations des structures, avec des structures régionales qui sont au niveau des observatoires régionaux, au niveau des observatoires départementaux. Et après, pas mal d'informations sur la donnée en elle-même. Pour faciliter les échanges, on a besoin de données de qualité, de données standardisées et de données qui doivent être validées ou du moins identifiées comme valides ou invalides, puisque c'est un frein souvent aux échanges, la validation. Donc, ces 9 thématiques. Dans le cadre de la mission Cobiodiv et dans le cadre de ma mission, on a 1 an pour essayer de travailler sur plusieurs levées d'action. On essaye d'accompagner les structures dans le besoin qui sont partenaires et délégataires du projet, mais aussi les personnes qui en bénéficieraient indirectement. Pour revenir en fait à la discussion qu'avaient Camille et Mathieu juste avant, si on effectue des développements sur des outils très utilisés, on pense à GeoNature notamment, les développements spécifiques à Cobiodiv permettant de faciliter les échanges de données bénéficieront aux 70 utilisateurs actuels de GeoNature, puisqu'il s'agit d'un outil open source et que quand un financement est utilisé par une structure pour GeoNature, l'ensemble des structures en bénéficient. On effectue aussi directement des développements techniques. On essaye de mettre en place des groupes de travail à terme sur des problématiques très complexes comme les métadonnées. Aujourd'hui, les métadonnées, tout le monde sait ce que c'est et tout le monde les utilise à sa manière. Donc, c'est un peu compliqué d'accorder les besoins de chacun. On essaie de faire de la vulgarisation technique sur certains sujets au travers de webinaires comme celui-ci, au travers d'autres séminaires qui sont organisés dans le cadre de Cobiodiv et enfin de valoriser ce projet afin de faire comprendre l'importance des échanges de données dans une problématique commune, puisque je suis sûr que beaucoup d'entre vous ici ont de la donnée naturaliste d'abord pour la connaissance et une connaissance mutualisée, c'est une connaissance vraiment plus intéressante et plus importante. Donc, c'était la présentation Cobiodiv. Je peux laisser un temps pour des questions et sinon, on va pouvoir revenir aux questions qui ont été citées précédemment tout du long des présentations de Aurélie, Mathieu, Camille et moi. Merci pour votre écoute. Bon, ben, on va reprendre les anciennes questions du coup. Hop, je me mets dessus. Si on remonte. Tac, tac, tac. Existe-t-il des prestataires qui fait ce déploiement? Alors ça, c'était au moment de la présentation. Touc, touc, touc. La présentation de Mathieu. Des prestataires qui... Alors, c'était Benjamin Brick qui demandait s'il existait des prestataires qui faisaient ce déploiement. C'est vrai que là, du coup, on perd le fil de la question. Mais c'était peut-être pour Camille, je me dis. Oui, c'était sur GeoNature. Voilà, on a répondu là sur Windows, Linux. Bon, en général, le serveur, c'est plutôt un serveur Linux. Et des prestataires, oui, il y a plusieurs prestataires informatiques qui peuvent proposer ce genre de prestations. Ouais. Ok. Pour le déploiement sur GeoNature, est-ce qu'il est possible d'utiliser WSL sur Windows? Ça se fait très bien. Oui, ça c'est ce qui a été répondu. Voilà, c'est plutôt Linux, mais avec Docker, on peut le déployer éventuellement sur d'autres systèmes. Vous utilisez quel outil d'agrégate pour ODK? Ça c'est pour Mathieu. Quel outil de quoi, pardon? D'agrégate. Donc là, ça... Ok, en fait, ODK, donc il y a le client qu'on met sur les téléphones, ODK Collect, et la partie serveur. Historiquement, il y avait ODK Aggregate, donc une application Java qui était déployée sur le serveur. Cette application est en fin de vie depuis, officiellement depuis il y a un mois à peu près là, et elle a été remplacée par ODK Central qui permet de beaucoup mieux gérer les projets, les utilisateurs et les droits de ces derniers. Donc on a basculé, alors on a encore quelques formulaires sur Aggregate, mais on a basculé les nouveaux formulaires et le travail de l'équipe interne sur Central depuis cet hiver-là. L'intérêt de Central aussi, c'est que les données elles sont accessibles via une API connue qui s'appelle OData, et que donc on va pouvoir, avec différents outils, interroger directement les données.
Je vous parlais du collègue là en Midi-Pyrénées, il connecte directement ses scripts R à son formulaire sans passer par nous. Et nous, c'est cette API qu'on va utiliser pour récupérer les données aussi dans Postgres. Super, merci. Est-ce qu'il est possible d'afficher l'ensemble de TaxRef sur ODK? Oui, alors oui, historiquement, on l'a en ayant peur de ne pas réussir à afficher les 400 et quelques 1000 lignes de TaxRef, on a commencé par une question qui était comment dire, le phylum qu'on voulait renseigner, plante ou animal, et en fait, on se rend compte que ça passe sans souci. Je vais vous mettre le lien, il y a une présentation bien plus détaillée là, de tout ça sur GeoTribu depuis un mois en 3 épisodes, là, et donc on détaille bien un petit peu tous ces aspects d'utilisation de référentiels et de référentiels dans ODK, mais au niveau du volume, ça passe, ouais. Ok. Est-ce que le TaxRef est stocké dans le formulaire? Non, il est stocké à côté. Donc on a des gens qui connaissent ODK là. Bon, je crois que c'est toujours la même personne en plus. Hein. Non, il est Oui, c'est stocké à toujours côté parce Benjamin que Brick. voilà, il est stocké à côté parce que, alors, même si on spécialise un petit peu le formulaire, qu'on ne prend que les taxons qui sont en France, avec différents statuts biogéographiques, on est quand même sur plusieurs centaines de milliers de lignes. Ça fait un formulaire et un XML un peu costaud. Mais ODK permet d'externaliser ces listes un peu longues là, et en fait, ça rend la chose très 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 efficace sur le téléphone. Donc voilà. Et Je vais mettre le. est-ce que vous partagez votre formulaire? Oui, donc là, j'ai répondu en direct. Il faut qu'on organise ça. Les formulaires, ils sont partagés. Donc là, je reparle de l'article sur GeoTribu. Le formulaire principal est là, mais on a le projet là, avec les différents conservateurs utilisateurs d'ODK de pouvoir mieux les valoriser, mieux les partager. Il faut qu'on trouve l'outil qui permet de faire ça. C'est tout bête, hein, c'est partager des fichiers Excel en gros, mais aussi de les documenter, d'essayer d'en suivre les évolutions. Mais si jamais, après, s'il y a des besoins spécifiques en attendant qu'on ait mis en place cette solution de partage, là, on peut communiquer sur les formulaires existants, ouais. Et puis les communiquer. Mais là, il y a déjà le formulaire principal, il est déjà téléchargeable en 2 endroits. Je vais vous mettre le lien là dans le chat. Ouais. Super. Est-ce que tu avais répondu à la question de Zachary sur Collect, qui est développé par le SEN Oui, c'est une solution que les collègues du SEN Nouvelle-Aquitaine ont développé depuis 3 ans, je crois, là, qui est leur solution et leur SI métier. Je crois qu'il y a un autre conservatoire qui l'utilise en France, mais moi, je ne suis pas au fait des actualités sur l'outil. Donc, vous ne travaillez pas ensemble? En tout cas, on travaille ensemble beaucoup, notamment sur ODK, on partage les formulaires et c'est un des SEN aussi qui a une compétence informatique réseau, donc oui, on communique bien ensemble, mais on ne travaille pas forcément avec les mêmes outils d'un SEN à l'autre. Et sur la partie mobile, c'est ODK qui alimente leur collecte. Ok. Alors, on avait répondu à Onésime. Donc, Benjamin Brick demande est-ce qu'il existe une solution pour voir l'ensemble des listes rouges, protection nationale, régionale et départementale? La base des statuts, mais là, quelqu'un a répondu la BDC statut de l'INPN, oui, avec la limite qu'il faut compléter avec les listes départementales, je crois. D'accord. Nous avons beaucoup de mal à réunir les listes rouges départementales à jour avec les bons CD-noms. Y a-t-il un projet de structuration de ces données niveau national? Donc là, du coup, il faut aller voir vers le SINP, là, Ouais. c'est vraiment eux qui C'est coordonnent ça et ils avancent sur ces sujets. Ouais. Très bien. Hop, hop, hop. Ça, c'est une réponse. Donc, il y a Aurore qui demande quelles sont les pistes que vous avez à les développer pour fluidifier les échanges de données, notamment entre les systèmes de structures différentes, donc Visionature, Géonature et Serena. Je pense que ça concerne Cobiodiv. Donc là, on a pas mal de problématiques parce que c'est assez complexe d'essayer de faire des ponts entre ces structures parce que les formats, les technologies et les outils sont différents. Aujourd'hui, les pistes utilisées, c'est déjà d'être capable de faire passer automatiquement une donnée d'un GeoNature vers une base Postgres qui s'appelle l'outil GN2PG. On pourra en parler un peu plus. D'ailleurs, je crois que c'est une deuxième question de Quentin. Sur comment on met en valeur le travail qui est fait sur le développement, mais ces ponts automatiques, c'est un peu un sujet intéressant puisque Olivier qui est là
serait à même de dire qu'aujourd'hui, essayer de connecter tous ces géonatures, toutes ces bases Serena, toutes ces bases Biolovision, ça ferait exploser peut-être le système de manière à avoir énormément de problématiques de doublons, de traçabilité. Donc, il parlerait peut-être de web sémantique à ce moment-là. Là, on rentre dans des termes techniques. Donc, si on reste simple, aujourd'hui, on essaye, avec des systèmes qu'on appelle des API, de connecter les données en prenant les exports d'un outil vers le cœur de l'autre outil. Donc là, par exemple, GN2PG, c'est GeoNature met à disposition ces données via le module d'export et une base Postgre est capable de les recevoir grâce à un outil et grâce à cette API. Oui, alors il y a un élément aussi complémentaire, c'est les standards, hein, vu qu'on a tous les mêmes standards, malgré les outils, on a quand même des choses très communes. TaxRef, c'est une colonne vertébrale essentielle. La structure des données se standardise et de plus en plus en cohérence. Les outils, ils intègrent ça de plus en plus. Donc là, Amine de la LPO évoque aussi des liens existants entre Visionature et GeoNature. Donc voilà, il y a la technologie qui suit, mais aussi l'organisation et le chef d'orchestre que sont un peu ces standards et ces référentiels qui nous aident beaucoup. Après, ça ne marchera jamais tout seul et il faut brancher les tuyaux, mais on a des éléments qui nous aident. D'ailleurs, Amine, n'hésite pas à prendre la parole si tu veux parler de cette connexion très rapidement. Sinon, voilà, on est au moins au courant qu'il est possible de connecter une base Biolovision avec GeoNature. Oui, la LPORA avait mis en place un outil qui le permet. Il y a la question suivante de Quentin Mazet, je la prends, Lilia. Je confirme ces problèmes d'interopérabilité sur mon quotidien. Visionature n'intègre pas encore TaxRef, ce qui complique beaucoup de choses. Très bien. Merci pour cette précision, Aurore. Quentin, enchaîné sur CoBioDiv, y a-t-il une plateforme ou un site qui répertorie tous les développements en cours ou effectués, type passerelle entre Biolovision, GeoNature, Cicene, etc. Il n'y a pas de plateforme ou de site qui référence le travail effectué. Dans le temps imparti, ça aurait été compliqué de mettre en place ce système-là. On essaye de partager tout le travail et de documenter tout le travail qu'on fait auprès des partenaires et délégataires, mais aussi de manière plus élargie à la communauté qu'on a interrogée lors de la phase 1 via des mails, via ces séminaires. Si vous voulez voir ce qu'on effectue, souvent il s'agit de suivre les répertoires GitHub ou GitLab des outils en question pour voir les développements techniques. Donc, on pourrait en effet, Quentin, travailler sur un espèce de diffusion plus générique à chaque fois que quelque chose est terminé sur CoBioDiv. De toute façon, un séminaire de restitution sera organisé en octobre sur tout ce qui a été accompli. Oui, puis comme tu disais, il y a déjà des choses là qui vont arriver dans la prochaine version de GeoNature. Là, il y a des travaux qui sont lancés sur GeoNature Atlas. Donc, ça rentre dans le pot commun et ils sont pas forcément à séparer ou à identifier différemment du reste. Mais de toute façon, ils ne seront pas non plus faits de manière cachée puisqu'ils intégreront le pot commun des outils au même titre que toutes les autres contributions. Exactement, voilà, c'est juste que comme il y a différentes forges, comme le dit Quentin, il est difficile de tout suivre. Donc, c'est vrai que de partager les axes de travail, on essaie de le faire autant que possible et ce sera avec plaisir qu'on enverra des mails aux personnes intéressées. Il y a Rémi qui a une question, je pense aussi pour toi, pour savoir si on peut être accompagné pour installer GeoNature et le connecter à une DB Biolovision et Postgre développé en local. Alors ça, c'est une question Aurélie. de problématique d'ensemble. Donc techniquement, oui, il y a des accompagnements. Les répertoires, notamment de GeoNature, permettent aussi d'ouvrir des discussions sur des installations autonomes et sinon des prestataires comme Natural Solutions, d'autres freelances qui seraient disponibles, peuvent accompagner l'installation et les connexions en fonction de leurs compétences. On a raté une question juste avant, qui est plutôt pour Mathieu. À quand un outil commun au sein des scènes, voire au-delà? Il y a
Moi, je crois pas du tout à l'outil commun, en fait, depuis 18 ans d'expérience. Maintenant, c'est quelque chose auquel je ne crois pas, pour plein de raisons, hein. On a tous des habitudes de travail différentes, des automatismes différents, des façons de travailler, des besoins différents. Et donc, depuis très longtemps maintenant, moi, je suis plutôt défenseur de mettre en place de l'échange de données sorti des outils qu'on utilise les uns et les autres, plutôt que d'essayer d'avoir un outil commun qui engendrera forcément de la frustration chez certains. Donc voilà, moi je pense que ça c'est quelque chose qui est. Il y a eu plusieurs tentatives, expériences qui ont quand même coûté beaucoup d'énergie et d'argent de mettre en place des outils communs à l'échelle de tous les réseaux. Voilà, moi c'est quelque chose auquel je ne personnellement, hein, c'est pas une position, ni des scènes ni de mon scène, mais personnellement c'est quelque chose auquel je ne crois pas et que j'essaie pas de mettre en avant. Je préfère mettre en avant une solution comme ODK qui permet de chacun de s'adapter son formulaire avec ses petites spécificités parce que moi j'ai une question en plus qui n'intéresse pas le voisin, et faire en sorte que derrière on puisse agréger nos données plutôt que d'avoir un seul et même outil. Ouais, et puis enfin, ça a été toujours un échec dans les volontés précédentes. C'est presque un peu dangereux dans le sens où il y a des cycles de vie des outils, ils évoluent, Complètement. ils sont caduques et il faut qu'il y en ait d'autres qui prennent la place en même temps. Et on est plus dans une logique de faire interagir des outils et des solutions. Et pour ça, il faut que voilà, il y ait une certaine diversité. En plus, on travaille dans la biodiversité, donc ça tombe bien. Et c'est important d'avoir des écosystèmes avec des choses qui se renouvellent, des choses qui sont abandonnées. Voilà, on a quand même plus de cohérence que quand chacun faisait son outil dans son coin. On peut s'en féliciter et c'est ce qui a permis notamment l'open source. Mais de là avoir un outil unique, ce serait dommage. Donc, les standards sont là pour ça, ils sont là pour faire communiquer. Mais cette réflexion-là, je l'ai même au niveau interne, c'est-à-dire que je suis plus rassuré de voir un outil dédié à chacune des tâches. Je sais que s'il pète, bon, bah, le reste fonctionne. C'est quelque chose qui est rassurant pour moi et ça l'est encore plus à l'échelle de partenariat et de tout mettre dans un pot commun. Je préfère avoir des petites pannes plutôt qu'une grosse panne, quoi. Voilà. Et là, on retrouve les outils plutôt semblables que communs, avec tous ces géonatures, tous ces ODK qui sont capables, comme on les connaît bien et qui sont utilisés par beaucoup d'utilisateurs, d'être adaptés, modulés, de manière à que le cœur et les standards soient partageables et que le reste soit spécifique aux besoins utilisateurs. Merci pour ces réponses, Mathieu et Camille. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, on va pouvoir conclure, je pense, puisqu'il est l'heure dans 3 minutes. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser dans le chat. Sinon, Aurélie, je te laisse présenter ces prochains événements. Yes. S'il n'y a pas d'autres questions, nous, on peut vous annoncer un peu les prochains événements qu'on a envie de mettre en place pour poursuivre cette dynamique de mise en commun de la connaissance et de l'organisation autour de ces données naturalistes. Donc, pour ça, on peut déjà vous inviter à vous abonner à la newsletter Natural Solutions, où on essaye de regrouper un peu tous les éléments qui se font par nous, mais par aussi toutes les autres structures en charge de ces données. On aimerait également mettre en place un prochain webinaire sur les outils open source qui permettent de gérer les données de Camiratrap. Tout à l'heure, dans ma première présentation, j'ai indiqué qu'il y avait des données d'observation, mais aussi bien d'autres types de données qui sont plus ou moins nouvelles et à gérer également. Donc, ce sera l'occasion d'en discuter. Et pour la rentrée, donc septembre-octobre, on va organiser un séminaire géonature qui a vocation à rassembler toute la communauté, à répondre aux différents enjeux métiers et puis potentiellement à écrire quelques lignes de code pour faire avancer des issues prioritaires. Voilà pour moi. Et puis, merci pour toutes ces questions et votre attention au cours de ce webinaire. Juste pour info, j'ai mis un petit sondage dans la conversation, si vous pouvez y répondre, pour savoir si on a répondu à vos attentes. Donc, ça nous permettra aussi d'avoir un peu de vos retours. C'est toujours agréable, surtout si c'est des oui. Voilà. Bon, mais merci beaucoup. Du coup, on se reverra certainement au prochain webinaire et on vous communiquera les dates des événements. Et on communiquera aussi les slides, les 4 slides du jour, plus l'enregistrement du webinaire par mail dès que tout sera disponible.
Un tout petit message de remerciement, là, c'est super de reprendre l'initiative de partage technique. Là, on était un petit peu en manque, je pense, depuis 2-3 ans, là, donc c'est une très bonne initiative. Merci. Merci à tous. Et puis, il est 12h30. Je crois que niveau timing, on a été très bon. Ça, on peut Un grand bravo. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.